Alors, c'est parti. Donc, je crois que j'ai une grosse demi-heure. Je crois que j'ai quelque chose comme 30 minutes pour répondre à un nombre de questions assez énorme, plus d'autres questions éventuellement après celles qui sont sur les slides. Alors, l'idée, en fait, c'était de récupérer un certain nombre de questions, de faire un tri, un choix, parce que il y en avait trop, donc voilà, je ne pouvais pas répondre à 200 questions en une demi-heure. Donc d'essayer de prendre déjà celle que j'avais compris et à laquelle j'avais une réponse aussi, et d'essayer d'y répondre de façon rapide. En gros, c'est 1 minute par question-réponse, hein, donc c'est vraiment très rapide. Donc l'idée, c'est pas non plus de partir sur des grandes explications philosophiques, hein, c'est de dire ce que je pense. Alors, c'est pas la vérité selon saint Olivier, hein, c'est pas l'évangile, c'est ma vision, elle vaut ce qu'elle vaut. Et je suis tout à fait d'accord pour que d'autres personnes ne soient pas d'accord avec moi. Le débat est toujours très intéressant. D'ailleurs, je voudrais juste en préambule tirer un peu une sonnette d'alarme sur le niveau de bullshit que je lis sur le réseau social LinkedIn. Je suis assez alarmé du nombre de choses inexactes qui circulent lorsqu'on parle du SEO sur ce réseau. Donc, je voulais quand même faire juste une toute petite aparté là-dessus. Attention à ce que vous lisez sur LinkedIn. Enfin, on peut parler de tous les réseaux sociaux, mais LinkedIn a l'air vraiment d'être très touché par une vague de bullshit SEO aujourd'hui assez effarante. Donc bon, j'ai lu des énormités ces dernières semaines. C'est pas sur des sujets qui font débat. Les sujets qui font débat, c'est très bien. Ok, il n'y a pas de souci. J'aime débattre et c'est très intéressant. Mais c'est vraiment sur des choses qui sont totalement évidentes et établies depuis des années. Je vois des horreurs de la part de soi-disant experts SEO. Alors là, ça fait quand même un petit peu peur. Donc voilà. Bref, je voulais quand même faire un petit message à ce niveau-là. Attention à tout ce qui circule sur LinkedIn. C'est quand même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses très bien, hein, mais il y a quand même du gros n'importe quoi parfois. Et ça fait un peu. Personnellement, ça a tendance à m'irriter quelque peu. Alors, les questions qui ont été posées. Alors, il y a des grands chapitres. Ah, donc ça c'est moi, les grands chapitres sur donc GPT-3, justement, on vient d'en parler avec Nicolas. Comment Google perçoit des contenus générés par l'IA? Est-ce que ça peut influencer le ranking sur Google? Alors plus ou moins oui, bien sûr. Aujourd'hui, il semblerait que ça influence assez peu d'une façon générale, parce que c'est d'une façon générale, c'est assez peu utilisé, à l'échelle du web, bien sûr, hein, clairement. Je vous engage à lire l'article de Sylvain Perronnet sur mon site Réacteur. Alors, c'est payant, mais ça vaut le coup. Désolé pour la pub. Sylvain Perronnet connaît bien mieux que moi tous ces aspects et il dit clairement qu'aujourd'hui, Google sait faire la différence entre un contenu généré automatiquement par l'intelligence artificielle, parce que tout simplement, lorsque l'intelligence artificielle crée un contenu, l'intelligence artificielle peut détecter ce contenu par rapport à un contenu qui serait rédigé par un humain. Alors aujourd'hui, ça a l'air Google sait faire la part des choses. Qu'est-ce qu'il en sera demain? C'est une vraie question et je crois que c'est une vraie question pour le SEO, c'est une vraie question pour Google aussi. Je n'ai pas la réponse, bien sûr, hein, mais potentiellement, bien sûr que ça peut influencer le ranking sur Google et c'est un des vrais enjeux, un des grands enjeux pour l'avenir de notre métier également. Comment les agences digitales doivent-elles se positionner face aux évolutions incessantes de Google? Continuer à privilégier les ressources humaines en interne ou automatiser ce travail? Franchement, on ne peut pas automatiser. On peut automatiser plein de choses en SEO, c'est clair. Mais, enfin, en tout cas, c'est comme ça, c'est le constat que je fais, c'est comme ça que je le vis, et notamment au travers des audits de sites. Je ne vois pas comment les audits de sites que je fais pourraient être automatisés. Ça me semble. On peut faire de l'automatisation, on peut faire un certain nombre de choses, mais si on veut aller au bout du truc, qu'est-ce qui va jouer? C'est l'expérience, c'est l'analyse, c'est parfois même le feeling. Ça joue aussi. Ça joue beaucoup, je pense, le feeling en SEO. Le cerveau humain, même en état de fonctionnement moyen comme le mien,
rien ne le remplace. Moi, je resterai toujours extrêmement fan de la rédaction humaine et extrêmement fan de l'analyse parce que il y a des choses que je vois sur un site lorsque je fais un audit. Bah, je me réfère à un certain nombre d'expériences, des choses que j'ai vues dans le passé, etc., peut-être même il y a 15 ans. Et ça, rien ne remplace ce côté humain, cette expérience. Donc, on peut automatiser des choses, évidemment. La data est indispensable. On est bien sûr obligé d'utiliser des outils aujourd'hui en SEO. Mais rien ne vaut l'intelligence humaine pour gérer un projet SEO. Donc oui, les ressources humaines internes à l'entreprise sont absolument indispensables, même si on peut très bien, pour certains points, externaliser certaines tâches, évidemment. Comment éviter une standardisation des textes du web et garder sa patte éditoriale? En ayant une patte éditoriale et justement en faisant en sorte que qu'est-ce qui fait que quand on lit un roman, on se dit « Waouh, ce roman est bien écrit », et qu'on se dise pour un autre roman, bon, celui-là, il est écrit avec les pieds. Ben, voilà, c'est ce qui fait, c'est un style en fait, hein, c'est le style qui est le plus important. Donc vraiment, et ça se travaille le style, hein, pour rédiger, pour écrire beaucoup, même des romans et des bandes dessinées et du SEO. Ben, le style, ça se travaille, c'est un vrai travail, et c'est ça qui fait certainement la différence, le fait de fidéliser le lecteur en fait. Et la guerre du contenu le plus long possible, ça c'est vrai que c'est un vrai problème. Hein. Et moi, je suis extrêmement frustré parfois de me dire qu'il faut que je rédige au kilomètre parce que c'est mieux pour le SEO. Je pense que c'est pas une bonne chose de faire ça. C'est pas possible. Aujourd'hui, les algorithmes ont besoin d'un volume de texte important pour comprendre les textes et pour prendre le sens de ce qui est dit dans un texte. Je pense que ça va énormément s'améliorer. C'est évident qu'en 100 mots ou 200 mots, on peut dire plein de choses et de façon exhaustive sur le sujet. En SEO, ça va être compliqué aujourd'hui, mais je pense vraiment que d'ici quelques années, les algorithmes vont s'améliorer. Ils auront besoin de moins de data en entrée pour comprendre le sens de ce que dit un texte. Donc, je pense que c'est une évolution naturelle des algorithmes d'avoir besoin de moins de contenu et du coup de digérer des textes qui ne font pas obligatoirement plus de 1000 mots, par exemple. Alors, les intentions de recherche. Faut-il privilégier l'expérience utilisateur au détriment du SEO? Alors aujourd'hui, les outils suggèrent d'aborder tel ou tel terme de sujet. Non. Enfin, après, alors on va dire, c'est le premier, ça dépend. Il y en aura d'autres certainement, mais ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on fait du SEO. Soit on travaille pour Google, soit on travaille pour l'internaute. Moi, j'ai toujours tendance à dire que je travaille pour l'internaute en tenant compte des contraintes de Google. Mais je travaille toujours pour l'internaute. Si je ne vais pas orienter ma réflexion par rapport à Google, j'oriente toujours ma réflexion par rapport à l'internaute. Privilégier l'expérience utilisateur au détriment du SEO, non. Pourquoi? Alors, je crois qu'il y a d'autres questions sur l'interaction interface expérience utilisateur et SEO, donc je ne vais pas y répondre tout de suite, mais je pense vraiment qu'il faut penser internaute toujours, et les arbitrages se font toujours en faveur de l'internaute, et là-dessus, on met une couche de SEO pour essayer d'améliorer la chose. Est-ce que Google comprend le contenu audio d'un podcast? Oui. Peut-on s'attendre à terme à avoir de plus en plus de podcasts? Alors, c'est toujours difficile de faire de la divination. Hein. Je n'ai pas acheté Google encore, je ne sais pas ce qui peut se passer. Ce ne serait pas illogique qu'il y ait à l'avenir un certain nombre de podcasts qui ressortent. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. On ne voit pas beaucoup les podcasts ressortir dans les SERP, dans les pages de résultats. Ça a l'air d'être un format qui est très utilisé. Ce ne serait pas illogique de voir des podcasts arriver. Et en tout cas, c'est un format auquel il faut s'intéresser. Ça, c'est évident, d'une façon générale pour la communication et éventuellement pour le SEO. Mais c'est vrai que la visibilité me semble assez faible aujourd'hui pour les podcasts sur Google. 2 sites portant la même marque, l'un institutionnel et l'autre commercial, avantages ou inconvénients à un SEO. Alors, c'est difficile ce type de questions parce que ça dépend, bien sûr, c'est normal. Enfin, voilà, il y a une petite analyse à faire, mais on peut penser qu'un site peut répondre
à des requêtes de type informationnel, donc institutionnel, et un autre site est là pour créer, pour répondre aux questions de type transactionnel, donc intention de recherche, je dirais plutôt avantage, mais bien sûr tout s'analyse. Et quelle incidence des liens croisés entre les deux? Ben, pas de problème, hein. Vous avez un site institutionnel, vous avez un site commercial, bien sûr vous allez faire des liens entre les deux, ça va un petit peu aider au netlinking, c'est certainement pas comme si c'était des liens, des sites complètement cloisonnés, mais bien sûr qu'on peut faire des liens entre les différents sites d'une même marque, ce serait quand même malheureux qu'on ne puisse pas le faire. Ah, les Core Web Vitals, il y avait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Alors, quelle importance donner aux Core Web Vitals? Donc, ça fait quelques années que je dis toujours la même chose, mais bon, je pense qu'il faut bien le dire et bien répéter. Extrêmement important pour l'internaute. Donc, Core Web Vitals, Web Performance, un temps d'affichage des pages. Extrêmement important pour l'internaute, évidemment, c'est capital. Assez important pour le budget crawl, pour le crawl, hein, oui, c'est sûr que si votre site rame, le budget crawl n'est pas optimisé, donc c'est pas extraordinaire, donc une exploration qui sera moins bonne. Importance soit nulle, soit très légèrement mesurable, mais très faible en termes de ranking à l'heure actuelle. Bon, il faut surtout qu'on arrête de dire que c'est capital pour le SEO, pour le classement. Ça, c'est vraiment n'importe quoi, c'est clair. En fait, c'est un petit peu comme la compatibilité mobile. On revit toujours les mêmes choses en SEO. Bien sûr qu'un site doit être compatible mobile, mais on le fait avant tout pour l'internaute, et tant mieux si c'est bon pour le SEO. Bien sûr qu'un site il est en HTTPS parce que c'est un nouveau standard, et puis tant mieux si c'est bon pour le SEO, même s'il n'y a aucune influence. Bien sûr qu'il faut qu'un site s'affiche vite parce que c'est bon pour l'internaute, et tant mieux si c'est bon pour le SEO, mais la préoccupation principale du temps d'affichage des pages, c'est l'internaute, c'est certainement pas le SEO, clairement. Alors, tous les charlots et tous les charlatans qui vous disent que votre site va connaître les flammes de l'enfer parce que vous êtes trop lent et que vous ne suivez pas les Core Web Vitals, il faut quand même arrêter de raconter n'importe quoi. Quel point travailler en priorité? Alors, si on parle des Core Web Vitals, qui sont un sous-ensemble des Page Experience de Google, et tout ça est un sous-ensemble de la Web Perf d'une façon générale. Les Core Web Vitals, c'est 3 critères, hein, LCP, CLS, FID, donc c'est les 3, vous avez la Search Console, vous avez PageSpeed, vous avez GTmetrix, il y a des tas d'outils aussi à l'heure actuelle, mais sur les Core Web Vitals, il faut se concentrer sur LCP, CLS, FID. A priori, d'après ce que j'ai compris, le FID soit va être abandonné, parce qu'en fait, je n'ai pas vu un seul site web qui était en rouge ou en orange sur le FID, c'est toujours vert, donc je ne vois pas trop à quoi il sert le FID, et Google s'en est aperçu, et d'après ce que j'ai compris, ils sont en train de retravailler un peu le FID. Ce qui ressort le plupart du temps, c'est LCP et CLS. Bon, ben voilà, on se renseigne sur ce que c'est, et puis on essaie d'améliorer si la Search Console dit qu'il y a des soucis à ce niveau-là. Notre site phare a été grandement pénalisé par la mise à jour de Google sur les Core Web Vitals en août dernier. Alors, contactez-moi par mail, la personne qui a posé cette question, parce que je pense que c'est absolument... Enfin, rien n'est impossible en SEO, mais j'ai jamais vu un site grandement pénalisé par la mise à jour de Google sur les Core Web Vitals. Donc, contactez-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire en priorité? Ben, envoyez-moi un petit mail, on essaiera de réfléchir, mais j'y crois pas un instant, honnêtement. Ou alors c'est que votre site il a des très gros problèmes, et c'est plus des problèmes de SEO à ce niveau-là. L'EAT, donc expertise, autorité, trust de la part de Google. Alors, ces critères EAT sont-ils vraiment appliqués pour le e-commerce? Je ne pense pas que ce soit le domaine le plus important pour Google. Alors, il n'y a pas de critères EAT. Hein. Alors, EAT, il faut peut-être juste revenir sur ce qu'est l'EAT. C'est un état d'esprit que Google demande aux producteurs de contenu pour être le plus expert possible de publier sur des sites qui ont la plus forte autorité possible, et des notions de confiance, etc. Bref, de faire du travail de qualité, c'est surtout ça. C'est avant tout ce que dit Google pour les sites YMYL, hein, YMYL, Your Money, Your Life, les sites du quotidien, donc la santé, la banque, l'assurance, voilà, tout ce qui fait notre quotidien.
Bien sûr, l'e-commerce en fait un petit peu partie, mais je ne suis pas sûr que le AT soit le plus important. Même si, en soi, bien sûr, l'e-commerce, il faut le faire, il faut faire du contenu de qualité. Donc, quelque part, on est dans les critères de AT ou dans la notion de AT. Il n'y a pas de critères EAT. C'est pareil, je voudrais renforcer mon profil EAT. Il n'y a pas vraiment de profil EAT. Encore une fois, l'EAT, c'est un état d'esprit. C'est vouloir proposer le contenu de la meilleure qualité possible sur le meilleur site web possible. Alors, signer ces articles, oui, bien sûr. Et comment Google définit que je suis un expert? Ben, c'est un petit peu ce qu'on appelait l'author rank, hein, il y a bien des années de ça. C'est la qualité, ne serait-ce que la qualité du contenu, ne serait-ce même que la qualité grammaticale, syntaxique de ce qu'on va écrire, le moins de répétition possible, donc le moins de suroptimisation SEO possible, les liens, bien sûr, les backlinks qui sont très importants, la qualité globale, la note de trust du site sur lequel on publie. Voilà, tout ça, c'est quelques pistes pour essayer de montrer aux internautes d'abord et à Google ensuite qu'on est expert sur la thématique. Ma définition du SEO, c'est qu'il faut être 2 fois meilleur pour répondre à l'intention de recherche de l'internaute. Donc, il faut être meilleur que tous les autres pour expliquer et pour répondre aux questions des internautes. Existe-t-il un score EAT? Non. Alors, ça, c'est une question qu'elle est vite répondue. Le SEO existe-t-il? Alors, il y a plusieurs SEO, c'est UX et SEO, hein, expérience utilisateur et SEO. Il y a plusieurs façons de voir, de répondre à cette question. Si le SEO, c'est l'intégration de l'UX au sein du SEO, j'y crois pas. Des critères UX dans les algorithmes de Google, j'y crois pas trop. Par contre, je vois plus le SEO comme la suite du SEO. Le SEO fait venir des internautes sur le site et l'UX fait transformer ce trafic. Donc, l'UX travaille plus sur la transformation, sur la conversion et prend la main du SEO. Donc, pour moi, l'UX, c'est la suite logique du SEO dans le processus de conversion d'une visite sur un site web. Donc là, par contre, je pense que c'est très intéressant. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. L'UX peut-il être considéré comme le 4e pilier du SEO? Bah, si vous voulez, 5e ou 6e, pourquoi pas. Mais pour moi, l'UX n'est pas dans le SEO et le SEO n'est pas dans l'UX. C'est juste une suite logique. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quelle est l'importance de l'accessibilité sur les performances SEO d'une page? Assez faible. Alors, on dit parfois qu'une page qui est très accessible et très bien référencée, ça peut être vrai, pas obligatoirement. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on doit faire des arbitrages et qu'il y a parfois une dichotomie entre l'accessibilité et le SEO. Ne serait-ce que sur les attributs alt ou d'autres. Hein. Parfois, il faut aller dans un sens ou dans l'autre et il faut faire des choix et des arbitrages. Je ne suis pas sûr que... Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'accessibilité n'est pas un critère SEO. Hein. C'est pas parce qu'un site est accessible qu'il va être mieux placé. C'est juste qu'il y a parfois des critères accessibilité qui rentrent en concurrence ou en arbitrage avec des critères SEO et que il faut essayer de ménager le chèvre et le chou, ce qui n'est pas obligatoirement évident tout le temps. Les critères de positionnement. Quel est le critère le plus important pour moi en SEO? Eh bien, je ne sais pas. En fait, je pense que c'est devenu totalement impossible de répondre à cette question parce que le critère le plus important, au vu de la mise en intelligence artificielle et en machine learning des algorithmes, le critère dépend complètement de la requête, du site web, de l'intention de recherche, etc., etc. En fait, il n'y a pas un algorithme qui réagit de la même façon sur toutes les requêtes. L'algorithme, il est mutant aujourd'hui et pour telle requête, ce sera tel critère qui sera important, pour telle requête, ce sera tel autre, etc. Et en fait, c'est un gros ça dépend comme réponse à cette question. Je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'il y a un critère plus important que l'autre en SEO. Est-ce que la notion de siloing, cocon sémantique, alors,
silo, cocon sémantique, ok. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Et toujours d'actualité pour faire former sur des requêtes concurrentielles. Alors pourquoi pas, c'est une façon de faire du SEO, hein, j'ai évidemment rien contre. Il y a aussi d'autres façons de faire de performer sur les requêtes concurrentielles. Il n'y a pas que le cocon ou le siloing ou vous faites cette façon de travailler en silo ou autre qui est spécifique. Enfin, il n'y a pas que ça. Voilà. Moi, j'ai des sites web qui performent très bien et qui ne sont pas du tout en siloing ou en cocon. Oui, bien sûr, c'est toujours d'actualité, aucun problème, ça évolue. Il y a beaucoup de gens qui en font, pourquoi pas. Mais ce n'est pas la seule. Les extensions de nom de domaine .fr, .agency, .net, .me ont-elles un impact sur le référencement de site internet? Alors, tout ce qui est, alors c'est assez simple, hein, tout ce qui est extension géographique .fr, .be, .de, etc. Donc le code pays sur deux lettres, ça donne une indication géographique à Google, clairement. Toutes les autres sont des extensions génériques, quelles qu'elles soient. Il y en a 1200, je crois, quelque chose comme ça. Il y en a tout autant qui arrivent. Elles sont toutes gérées aujourd'hui de la même façon par Google comme un .com. Donc voilà, il n'y a pas une extension générique, donc hors géographique, qui est différemment vue par les moteurs de recherche. Les vidéos, les sous-titres des vidéos YouTube vont-ils être importants pour le référencement? Oui, bien sûr, et c'est important. Alors, je crois qu'il y a une question juste après sur l'interaction avec la mise d'une vidéo sur son site. Donc, oui, pour répondre juste à celle-ci, oui, les sous-titres sont importants, mais il faut les retravailler hein, pour que les sous-titres soient évidemment en bon français. Comment bien intégrer une vidéo dans une page? Voilà. Alors, je vous invite à regarder. Alors, je ne fais pas des choses extraordinaires, hein, mais je vous invite à regarder comment je travaille entre ma chaîne YouTube et le site Abondance. Je sous-optimise la chaîne YouTube parce que j'ai envie de profiter de la force de YouTube, mais je préfère que mes articles sur le site Abondance qui affichent mes vidéos soient mieux classés que YouTube, ce qui arrive en règle générale. Donc je sous-optimise YouTube, mais je mets le chapitrage avec les minutes pour avoir accès aux moments-clés, pour avoir l'affichage moments-clés, ce qui est spécifique de YouTube. Mais par contre, je mets la vidéo sur Abondance avec beaucoup plus de texte, avec le transcript, donc les sous-titres qui sont dans la vidéo YouTube, qui sont repris dans l'article Abondance, etc. Bref, beaucoup plus de contenu autour de la vidéo sur Abondance et en règle générale. Bien sûr, on peut mettre les vidéos, les balises de données structurées vidéo aussi, ça va aider sur votre site. Et en tout cas, mon but à l'heure actuelle, c'est d'avoir une vidéo sur YouTube, de la reprendre sur Abondance et que sur la plupart des requêtes, ce soit plutôt l'article sur Abondance qui soit bien positionné plutôt que YouTube. C'est un peu l'objectif. L'utilisation d'images ou de contenu vidéo peut-elle avoir un impact positif sur les performances SEO d'un contenu? Alors, c'est vraiment un constat que je fais. Je trouve que des articles qui proposent à la fois du texte, de l'image et des vidéos performent plutôt bien. En plus, je pense que c'est différents formats pour répondre aux questions des internautes. Donc, ça peut être intéressant et je trouve que j'ai l'impression que ça peut avoir un petit boost en termes de SEO. Le netlinking, la puissance globale d'un domaine a-t-elle un réel impact ou doit-on considérer les puissances des pages à titre individuel? Alors, soyons clairs, hein, le DA, le CFTF, enfin tous les indicateurs proposés par Majestic, par Ahref, par Link Explorer, enfin voilà, il y en a beaucoup. C'est pas Google, hein. Ça tente de simuler le PageRank de Google, en gros, ou les différentes versions de PageRank de Google, mais c'est pas Google. Donc, vous avez un bon DA ou un bon CFTF, c'est pas pour ça que vous êtes bien classé sur Google. Hein. Google ne prend pas en compte ces indicateurs, clairement. Je pense qu'en revanche, ils ont le mérite d'exister, donc c'est très bien. Est-ce qu'il faut regarder les deux? Ben, je pense qu'il faut regarder les deux, en fait, la page au niveau granulaire et le site, d'une façon générale, au niveau plus macroscopique, puisque ça peut correspondre à une espèce de note de confiance, entre guillemets, de la part de Google, correspondre ou donner une tendance. Alors, je fais pas mal d'analyses de netlinking, soit via la Search Console, soit via d'autres outils, type Majestic ou autre.
les analyses via les outils ne sont pas toujours les mêmes que les analyses qu'on peut faire via la Search Console, par exemple. Donc, il faut faire attention. C'est juste que c'est pas Google. Il y a plein d'outils de mesure qui sont nés parce que Google ne fournit plus une version approximative du PageRank, hein, mais ça n'est pas Google, bien sûr. Et j'aurais tendance à regarder les deux. Les deux sont importants, niveau granulaire page, niveau macroscopique site. Si j'ai bien compris, il faut éviter aujourd'hui qu'il y ait trop de liens sur une page de contenu. Je pense qu'il s'agit de liens sortants. Il n'y a pas de part de pourcentage. Encore une fois, ça dépend tellement du type de site, du type de page, etc. C'est difficile. S'il fallait donner un chiffre, moi j'ai un chiffre un peu repère dans ma tête, c'est que à partir du moment où on dépasse les 100 liens sortants d'une page, bah, tout simplement, on donne quasiment plus rien aux pages en termes de jus interne, en termes de jus interne, donc on ne donne quasiment plus rien aux pages qui reçoivent les liens, donc c'est un petit peu dommage. En même temps, il n'y a pas 101 c'est mauvais, 99 c'est bon, non, c'est pas ça, c'est quels sont les liens de la page et est-ce qu'on peut en supprimer pour que ça soit, pour que chaque page reçoive une part du gâteau un petit peu plus intéressante. Quand le contenu est de type commercial et vise à recommander plusieurs produits, c'est toujours un problème de ne pas mettre de lien. Alors là, je vous avoue que je n'ai pas compris la question, pourquoi il ne faudrait pas mettre de lien sur les fiches produits. Si, il faut mettre des liens. Enfin, moi, je mettrais des liens en tout cas, clairement. Pourquoi certains sites mettent en place de l'obfuscation ou offuscation de liens? C'est une bonne pratique, chacun fait les pratiques qu'il veut, hein, je ne juge pas, moi je ne fais pas. J'avais eu une discussion il y a quelques années de ça avec Zineb de Google à ce sujet, qui avait, je pense, clairement dit que c'était du spam et que c'était interdit par Google. La discussion est encore disponible sur le web. Bon, voilà, je pense qu'il y a d'autres façons de le faire, hein, peut-être plus pérennes. Le problème, c'est qu'en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec les systèmes de nofollow, de PageRank sculpting il y a quelques années. À un moment donné, tout le monde le fait. Ça gêne les algorithmes de Google, ou Google estime que ça gêne ces algorithmes, et ils cassent tout en changeant les règles du jeu. Donc, l'obfuscation de liens, pourquoi pas? J'ai vu certaines offuscations, je ne suis pas sûr que Google ne les prenne pas en compte quand même, enfin ne voit pas les liens. Mais quelle est la pérennité de ces solutions? Je ne la connais pas. Je pense que c'est surtout, avant tout, une question de pérennité globalement. Aujourd'hui, ils s'en fichent un peu. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça gêne de façon plus forte ces algorithmes. Et là, les règles du jeu vont changer. Donc c'est vraiment une question de pérennité pour moi. SEO international, comment être mieux référencé dans un autre pays si on est déjà bien référencé en France pour un mot-clé, en faisant un autre site pour ce pays. Voilà. Donc, pour moi, idéalement, c'est sur une autre extension, .fr, .be, .de, etc. Mais je répète que le SEO linguistique est très complexe et à mes yeux quasiment impossible à mettre en place. On ne peut pas faire un site web en anglais ou en français. On fait un site web pour la Grande-Bretagne, pour les États-Unis, pour la France. Le site web, il est le SEO, il est avant tout géographique, avant d'être linguistique. On peut faire de la langue à l'intérieur d'un pays, comme en Belgique ou en Suisse, par exemple, mais avant tout, on fait un site web pour chaque pays cible. Faut-il privilégier les extensions .fr, .be ou les répertoires, etc., ou les sous-domaines? Tout fonctionne. Tout fonctionne, je vous engage à regarder les vidéos que j'ai faites, les articles sur le site Réacteur, le guide PDF sur le SEO international sur Abondance. J'ai vraiment beaucoup publié à ce sujet. Si c'est bien fait, vous pouvez avoir des extensions, des répertoires ou des sous-domaines. D'ailleurs, il y a des tas de sociétés qui le font et ça fonctionne. Par contre, il y a des avantages et des inconvénients dans tous ces cas. Donc, voilà. Je vous renvoie à la littérature que j'ai faite à ce sujet, mais il n'y a pas à privilégier. Moi, j'ai tendance à privilégier les extensions parce que je pense que c'est le système qui est le meilleur, mais ça ne veut pas dire que les autres ne fonctionnent pas. Les autres fonctionnent aussi. Hein. Il faut juste bien mettre en place tout ça, quoi.
Quelles sont les erreurs les plus fréquemment commises en SEO international? C'est justement de partir sur du SEO linguistique. Hein. Je m'adresse à toutes les personnes qui parlent français dans le monde, je m'adresse à toutes les personnes qui parlent anglais dans le monde. Ça ne fonctionne pas en SEO. Donc ça, c'est vraiment l'erreur la plus fréquemment commise. Et parfois, donc une autre erreur, c'est justement de ne pas faire cette analyse en amont de l'internationalisation du SEO. Il faut vraiment une forte analyse de à qui on veut s'adresser, des pays cibles et des solutions techniques à mettre en place. Parce que c'est vrai qu'une fois que c'est en place, ça devient un petit peu compliqué à tout casser si on s'est trompé, quoi. Donc une vraie analyse au départ, c'est pas mal. Indexation et crawl, le chapitre. J'ai bien optimisé certaines de mes pages sur des mots-clés de longue traîne, bravo, avec peu de concurrence. En revanche, le crawler met une éternité avant de les indexer. Eh oui, bienvenue dans le monde du SEO actuel. Quel peut être le souci? Le souci, aujourd'hui, c'est Google, hein, clairement. Alors, je vous renvoie à l'article que j'ai écrit la semaine dernière sur Abondance à ce sujet. Google est catastrophique à l'heure actuelle en termes d'indexation, est totalement incohérent dans son fonctionnement. Soit il refuse complètement, et ça je comprendrais pourquoi pas, il estime que les pages sont de faible qualité, soit il indexe et à ce moment-là il faut qu'il indexe bien, qu'il crawl bien, mais en fait c'est ni l'un ni l'autre à l'heure actuelle. On peut indexer en forçant via des API, ce qui est complètement stupide en soi. Tant mieux, hein, mais c'est stupide en soi. Si on est obligé de forcer, pourquoi Google l'accepte à ce moment-là s'il pense que c'est de faible qualité? Enfin, voilà. Je vous renvoie à l'article sur Abondance où j'ai essayé d'expliquer tout ça. Quels sont les impacts des redirections au niveau du budget crawl? Alors, plutôt sur des gros sites, évidemment, plus il y a de redirection, plus quelque part ça peut jouer sur des budgets crawl. Et j'ai vu quelques cas de sites où il y avait plus de redirection que de pages qui renvoyaient un code 200. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut commencer à prendre du budget crawl lorsqu'il y a trop de redirection. Donc, logiquement, a priori, hein, une arborescence, et je parle bien de l'arborescence et du crawl, il ne devrait pas y avoir énormément de redirection, puisqu'on ne devrait avoir que les URL actuelles. C'est une solution de facilité qu'on a mis en place lorsqu'on a fait des redirections. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faut revoir un petit peu le crawl et mettre en place des liens de maillage interne uniquement sur les URL actuelles et pas sur les URL redirigées. C'est quelque chose qui peut faire globalement un peu de bien au budget crawl. Sur des gros sites, devrait-on chercher à supprimer les anciennes redirections? Alors Google l'a encore dit la semaine dernière, hein, au moins un an. En fait, je pense qu'il faut d'abord regarder les logs du site, regarder les URL qui sont vraiment plus du tout demandées depuis 12 mois, par exemple, lorsqu'une URL n'est plus du tout demandée, une URL redirigée n'est plus du tout redemandée depuis un an, on peut se dire que la redirection n'a plus vraiment de gros intérêt, mais c'est pas 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est juste comme ça. Est-ce que les URL sont encore demandées? Si c'est plus le cas, on peut supprimer les redirections. Donc, comment s'assurer qu'une redirection peut être supprimée? Moi, je pense que je viens de répondre à la question. Que pensez-vous du protocole IndexNow? Très bien. Je teste sur certains sites et ça marche très bien. Clairement, mes sites sont à l'heure actuelle, enfin les sites sur lesquels je teste IndexNow sont bien mieux indexés par Bing que par Google à l'heure actuelle. Voilà. Bon, toujours, je teste sur des sites récents, bien sûr, hein, parce que c'est les sites sur lesquels Google a des problèmes de crawl, mais ça marche bien. IndexNow, le protocole de Bing, fonctionne bien. Peut-être qu'un jour, Google va s'y intéresser, ce serait pas mal. Duplicate content, on a encore quelques minutes. Comment ne pas faire de duplicate content quand on cible des villes différentes pour le même contenu? Ne pas faire de duplicate content, c'est-à-dire si vous proposez le même texte pour des pages qui ciblent des villes différentes, oui, il y aura du contenu dupliqué, ça, il n'y a rien à faire. Hein. La seule façon de sortir du duplicate content, c'est de ne pas faire de duplicate content. Donc, il faut des textes différents pour chaque ville et pour chaque... Alors évidemment, si vous
pense que plus personne ne fait ce type de truc, j'espère, mais si vous visez les 3600 ou les 36 000, je ne sais plus, communes françaises, je crois que c'est 36 000, hein, ben oui, ça va poser un problème, bien sûr, mais enfin bon, c'est quand même un peu du spam de notre monde, hein, d'une autre époque. Non, il faut du contenu, différent, clairement. Comment détecter le contenu dupliqué intrasite? Alors, moi, j'utilise Screaming Frog pour ça. Je trouve que Screaming Frog marche très bien pour ça. Il y a une fonction d'analyser le site et il va indiquer le taux de similarité entre différentes pages. Moi, je l'ai mis à 70%, le plafond, enfin le plancher de taux de similarité. J'estime que tout ce qui est à 70% de similarité, tout ce qui est supérieur à 70% de la similarité, ça peut poser un problème de duplicate, et je fais trois paliers, 70, 80, 80, 90, 90, 100, et je regarde sur un site, Screaming Frog va donner l'information, quel est le nombre de pages qui est sur chacun de ces 3 paliers, et le pourcentage par rapport au nombre de pages total. Donc ça permet de détecter ce type de contenu dupliqué. Google pénalise-t-il le contenu dupliqué? Non. Vieux mythe hein, du SEO, la pénalisation des contenus dupliqués, c'est juste que lorsqu'il voit plusieurs contenus similaires ou identiques, il y en a un qui a la visibilité et les autres, en intrasite, souvent, c'est pas indexé, en intersite, c'est indexé, mais c'est assez peu visible. Mais c'est juste une problématique de perte de visibilité, mais il n'y a pas de pénalité au sens tu as fait quelque chose de mal, donc je te punis. Hein. Google, il s'en fiche que vous fassiez du contenu dupliqué, c'est juste qu'il n'y a qu'une page qui a la visibilité. Et puis, on va finir avec quelques points rapides. Dans une H1, est-il possible de mettre une balise saut de ligne pour plus d'SSIM sur le site sans que ça n'affecte le SEO? Alors, je pense sincèrement qu'en SEO, ça n'affecte absolument rien. Je ne sais juste pas, il faudrait vérifier en termes de validation HTML, en termes de convention W3C, validation W3C, est-ce qu'on a le droit de mettre une balise BR à l'intérieur du H1? Mais en tout cas, pour le SEO, aucun problème. Faut-il mettre des données structurées sur son site? Oui. Si oui, comment fait-on pour les créer si on ne sait pas coder? Alors, il existe des tas de générateurs, alors soit des plugins et des extensions pour votre CMS. Moi, j'utilise le générateur de données structurées de Merkle, M-E-R-K-L-E. Et vous tapez Structured Data Generator dans Google, vous en aurez plein. Il y a vraiment plein d'outils qui permettent de générer le code JSON, JSON LD. Vous tapez les informations, ça génère le code JSON LD, vous faites un copier-coller dans votre page, c'est bon. Il y a vraiment plein d'outils aujourd'hui qui permettent de faire ça. Ou générateur de balises de données structurées sur Google, vous en aurez plein. Quelle est la répartition idéale de trafic organique vs referral direct paid? De façon générale, ça dépend de plein de choses, mais le message que j'essaie de faire passer, c'est qu'il ne faut pas dépasser 50% de son trafic qui vient des moteurs de recherche, clairement. Pourquoi? Parce que ça fait 26 ans, bientôt, dans quelques jours, que je fais du SEO à mon compte et que j'ai créé mon activité. Et en fait, tous les très gros problèmes de sites web que j'ai vus, c'était des sites web qui avaient 70 ou 80% de leur trafic qui venait de Google. Alors évidemment, lorsqu'il y avait un problème avec Google, en Organic Search, hein, pour prendre la mention Analytics, évidemment, quand il y a un problème, quand on est à 80% dépendant de cette source de trafic, tout s'écroule derrière. Donc, il faut pouvoir vivre ou survivre avec, si on a un problème SEO, avec 50% du trafic qui reste, mais ne pas être dépendant du trafic Google me semble être quelque chose d'obligatoire. Sinon, c'est du suicide numérique. Qu'est-ce qui est le plus important en 2002 en termes SEO vis-à-vis de Google? Se tenir au courant. Moi, je reste toujours dans la notion de qualité. Hein. Franchement, je fais un audit de site par semaine à peu près. Il est extrêmement rare que je me gratte la tête pour trouver des choses,
pour trouver des choses sur un site web. Tous les sites que j'audite, quasiment, il y a des tas de choses à faire dessus. Donc, je ne veux pas dire commandez-moi des audits, hein, soyons clairs, hein, mais il y a un contrôle technique à faire, bien sûr, sur son site. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que très souvent, les fondamentaux ne sont pas appliqués, ne sont pas mis en place sur les sites. Je pense que back to basics, revenons aux fondamentaux, et à partir de là, commençons à travailler le contenu et autres. Mais il y a tellement de choses à faire sur un site, avant d'aller spammer, avant de faire du black hat, revenons déjà aux fondamentaux et essayons de mettre en place un contenu techniquement presque parfait. La perfection n'est pas de ce monde, mais presque parfait. Et puis ensuite, derrière, c'est toujours mon image du gâteau, hein, des bons ingrédients, le texte, dans un bon moule, la partie technique, et on met ça au four, ce sont les backlinks. Voilà, on a la vision du SEO. Commençons à bien travailler sur le moule. Il y a tellement de choses à faire sur un site à ce niveau-là. Par contre, il faut parfaitement bien connaître son CMS et sa plateforme, c'est clair. Quelle base de connaissances faut-il avoir avant de se former à SEO? Voilà, très bien connaître son CMS, très bien connaître la plateforme, parce qu'en fait, tout est question de configuration de la plateforme. Bien sûr, on peut se former, bien sûr, hein, il faut avoir des fondamentaux, on va lire des bons bouquins, on va faire des bonnes formations ici, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en place aussi et mettre les mains dans le cambouis. Et mettre les mains dans le cambouis, c'est avoir une parfaite connaissance de sa plateforme. Oh, j'ai fini. Il est 10h12, c'est quand même pas trop mal. Pour les, je ne sais plus combien il y avait de questions, mais il y en avait un paquet, une quarantaine de questions, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai répondu bien sûr rapidement, mais c'était aussi le but du jeu, hein, de répondre le plus rapidement possible, avec le plus d'informations possible. Et je crois, Arnaud, qu'il y aura peut-être quelques questions. Encore des questions, oui. Déjà, félicitations, Olivier. En même temps que je parlais, j'ai vu que ça défilait beaucoup sur la droite dans le chat, mais évidemment, je n'ai pas lu les questions, donc je ne sais pas. Ouais, je regardais, je crois qu'on a eu à peu près 400 messages. D'accord. Donc, en effet, ouais. Je ne peux pas répondre à tous, peut-être. On va passer à l'onglet questions pour vous poser de nouvelles questions. J'invite du coup l'audience. Ah non, je peux répondre aux questions en direct. Donc, je vais trier les questions par vote pour vous les poser. Donc, j'ai la première question, une question de Camille. Même si vous avez déjà répondu tout à l'heure en partie avec la réponse sur l'accessibilité. Olivier, aujourd'hui, est-ce que le texte alternatif sur les images a encore de l'importance? Oui, oui, bien sûr. Et ça, c'est une question comme ça, c'est rapide. Oui, c'est rapide. L'attribut alt, ce n'est pas la balise de alt, hein, c'est l'attribut alt de la balise image. Est pris en compte comme du texte, donc il faut le remplir. Alors la règle, c'est une balise image a toujours un attribut alt. On ne remplit l'attribut alt que si l'image a un sens, hein, si c'est une puce, un trait horizontal ou ce type de choses, l'attribut alt est vide. Après, c'est là qu'il y a l'arbitrage entre accessibilité et SEO. Est-ce qu'on décrit ce qu'il y a dans l'image? Ou est-ce qu'on est plus mots-clés SEO? Alors, l'idéal, c'est de décrire ce qu'il y a dans l'image avec des mots-clés SEO. C'est un vrai arbitrage à faire et ce n'est pas si évident. Et qu'en est-il de la hiérarchie des titres? La hiérarchie des titres, alors on fait ce qu'on veut. Hein. Enfin, en termes de hiérarchie, en tout cas, mon expérience, c'est que le H1 est plus fort que le H2. Enfin, je pense que c'est les balisages, hein, les titres. Donc, jusqu'au H6, OK. Après, il y a la question, est-ce que je code proprement? Et à ce moment-là, on fait du H1, H2, H3, etc. Ou alors, est-ce que je fais du SEO? Et à ce moment-là, c'est open bar, on fait absolument ce qu'on veut. Vous mettez autant de balises H1 que vous voulez, vous passez du H2 au H5, vous mettez le H6 avant le H1, tout fonctionne en SEO. Après, les développeurs vous clouent au pilori pour codage pourri, ça c'est autre chose, mais en SEO, tout fonctionne, pas de problème. D'accord, merci. J'ai une question du coup de notre équipe. Est-ce que vous pouvez nous partager une énormité que vous avez découverte sur LinkedIn? Ah, alors oui, alors j'ai lu, alors sur LinkedIn, dans la série du bullshit intense que j'ai lu, dernièrement,
par exemple, la balise métadescription sert à mieux se classer sur Google. Bravo. De la part d'un expert SEO, de la part d'un autre expert SEO, le PageRank est influencé par les liens, le contenu et les balises title, H1, etc. Bravo. C'est pas des sujets sur lesquels il y a débat, hein, je veux dire franchement. Et puis voilà, toujours aussi les pseudo-gourous qui vont vous raconter, qui vont d'abord essayer de vous soutirer des budgets et ensuite qui vont vous raconter que votre site va pourrir dans les flammes de l'enfer si vous avez un LCP ou un CLS qui est orange. Je ne suis pas sûr qu'ils sachent ce que c'est que le LCP et le CLS d'ailleurs, mais enfin en tout cas des Core Web Vitals qui sont plus ou moins bons. Voilà, c'est usant, quoi. Ce genre de choses, c'est usant parce que ça fait pas du bien au métier et surtout ça insuffle dans l'esprit des gens des choses qui sont complètement fausses et malheureusement c'est tous les jours sur LinkedIn. C'est un vrai problème. Je crois qu'il y a un vrai problème de compétences et d'attribution de compétences à des pseudo experts qui sont tous sauf des experts en fait. D'accord. Donc, faites attention sur LinkedIn. Et est-ce que, du coup, Olivier, vous recommanderiez Twitter à la place? Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens compétents en termes de SEO sur Twitter, ou en tout cas, il y a moins de charlots sur Twitter. Après, ça latte un peu sur Twitter. Les discours ne sont pas toujours très sympathiques. Je trouve d'une façon générale, sur Twitter, il y a un petit peu plus de haine que sur les autres. C'est assez spécial, c'est quand même assez spécial, les réseaux sociaux. Hein. C'est pas évident. En même temps, je pense que c'est aussi une image de notre monde, hein, du monde dans lequel on vit au quotidien. Mais en termes de compétences SEO et de sérieux, clairement, Twitter est bien au-dessus de LinkedIn, clairement. Et en tout cas, d'absence de bullshit. Ok, ensuite, j'ai une question un petit peu longue de Nicolas. Donc, est-ce qu'en 2022, avoir des fiches produits avec beaucoup de texte, 4000, 5000 caractères, est pertinent pour Google? En fait, d'une façon générale, c'était une des questions auxquelles j'ai répondu d'une façon générale. Et on peut le regretter, et je comprends très bien les gens qui le regrettent. Le SEO en 2022 se fait quand même un petit peu au kilo, pas que, mais un petit peu au kilo. On voit très bien qu'une fiche produit avec juste le nom du produit, le prix, la disponibilité, ça ne se référence pas. Ou sur un malentendu, mais d'une façon générale, ça ne se référence pas. Il faut du texte, et il faut du texte qui soit en dehors du contenu dupliqué, sinon ce serait trop facile. Donc c'est un vrai problème, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'avoir des fiches produits avec un texte suffisamment important. Alors c'est vrai que c'est par exemple un des cas où on pourrait imaginer des choses intéressantes en termes de génération automatique de contenu, mais qui ne soit pas de la bouillie, qui soit quelque chose d'un peu intelligent, qui soit fait, pourquoi pas sur des gros sites qui ont des milliers d'articles. C'est impossible de faire à la main ce travail de fiches produits qui ont un peu du sens. Donc, je ne suis pas contre la génération automatique de contenu, mais je pense qu'il faut l'utiliser intelligemment. Malheureusement, je ne me fais pas trop d'illusions sur la façon dont ça va être utilisé. Hein. Le monde est ainsi fait. Mais voilà, en tout cas, oui, pour répondre à la question, c'est important que sur une fiche produit, il y ait un contenu éditorial, clairement, différenciant. Ok, donc j'espère que ça répond à votre question, Nicolas. De mémoire, la dernière conférence de demain aborde le sujet en détail. Donc, si vous voulez vous renseigner, vous pouvez. Et on va poser une dernière question, Olivier, si ça vous convient. Donc, pour vous, quelles sont les meilleures tendances en termes de netlinking pour 2022? En termes de netlinking? Oui. Alors, ce qui serait intéressant, et je ne sais pas si c'est mesurable, mais je trouve que ce serait intéressant de faire une étude sur le sujet des liens acceptés et ignorés par Google. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on vend beaucoup de liens, il y a beaucoup de liens, tout se fait autour des liens, beaucoup de choses se font autour des liens.
je pense qu'il faut se poser la question sur quels liens sont acceptés par Google. Et lorsqu'on met en place un budget d'achat de liens, quel est le pourcentage de ces liens qui est réellement pris en compte par Google. La mesure de l'acceptation des liens par Google me semble une piste très intéressante. Je suis quand même assez persuadé que Google prend beaucoup moins de liens en compte qu'avant, beaucoup moins. Il essaie peut-être de mieux les choisir. Et ça peut jouer aussi dans l'établissement d'un budget de netlinking. Donc je ne suis pas dupe, hein, évidemment, que tout le monde achète des liens. J'ai aussi la chance de faire un métier où je fais beaucoup de one-shot. Donc je vois beaucoup de sites différents, quasiment un par semaine. Et les gens qui me confient leur site à auditer me montrent aussi ce qu'ils ont comme netlinking et ce qu'ils ont acheté comme lien. Alors, je tombe peut-être sur les mauvais liens, hein, c'est possible, hein, c'est pas représentatif et mon constat n'est pas scientifique, mais c'est quand même d'une qualité très faible, clairement, ce que je vois aujourd'hui. C'est le constat que je fais. Et j'ai du mal à imaginer que Google prenne en compte ces liens-là. Alors, encore une fois, je tombe peut-être sur les mauvais, c'est possible, enfin, les mauvais liens, je veux dire, qu'il y en a peut-être des très bons à côté qui sont achetés, c'est possible. Mais je trouve que il y a un moment donné, il va falloir se poser des questions sur la qualité de ce qui est proposé en termes de netlinking aujourd'hui. Je vise personne, hein, honnêtement, c'est pas du tout mon propos. Je juge personne, je vise personne. D'une façon générale, ce qu'on me montre en termes de résultats d'action de netlinking, je trouve ça d'une faiblesse assez insigne. Donc, j'espère que sur les mois et les années qui viennent, il y aura plutôt une hausse de la qualité, tout simplement, pour que ces liens-là soient réellement pris en compte par Google, ce dont je ne suis pas tout à fait sûr. D'accord. Je vais accélérer et passer à la conclusion, Olivier. On a un petit peu dépassé. Mais déjà, merci pour toutes ces réponses. Alors, n'hésitez pas, la prochaine conférence, du coup, ce n'est pas dans 10 minutes, c'est dans 6 minutes. C'est avec Amandine Barthes, la Head of Acquisition de Wallaxy, et Nicolas Nguyen, le cofondateur de SMJ que vous avez vu juste avant, qui vont nous parler de comment scale up son SEO à l'international, avec la success story de Wallaxy. Et moi, je voulais remercier Olivier pour sa 3e édition du SEO Square. Merci à vous pour l'invitation. J'ai vu beaucoup d'entrain dans le chat, donc on est super content de l'avoir. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur sa newsletter sur le site abondance.fr. Et si vous voulez lire la dernière édition de son livre. Non, mais ça c'est vachement bien, ça. Is no good. Is no good, moi, Khalif. Ça, c'est bon, ça. C'est mon autre vie, c'est ma 2e vie. Il faut que je fasse un peu de pub, hein. C'est bon, ça, c'est mes droits. Oui, parce qu'Olivier a 2 vies. Il écrit Is no good, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, les scénarios d'Is no good, ouais. Les scénarios d'Is no good et c'est un expert SEO. Voilà, comme ça, vous arrivez à lire à l'envers. Ça fait travailler les neurones. Donc, n'hésitez pas à aller acheter sa BD et aussi son dernier livre sur le référencement SEO. La 11e édition, je crois que la première, c'était en 2008, si je ne dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça, oui. Ouais, autant vous dire que c'est assez intense. Ça a été mis à jour depuis. Hein. Ok. Et c'est super si vous voulez réussir du coup votre référencement web. Et comme toute stratégie de référence web, ça passe par une stratégie de contenu. Si vous voulez vous faire accompagner pour créer du contenu plus performant, plus rapidement et vraiment mesurer cette performance-là, n'hésitez pas à demander directement une démo de SMJ. On a une offre spéciale avec nos 10 ans et le SEO Square pour 15%. Dans tous les cas, merci Olivier. Vous allez recevoir des liens pour la prochaine conférence. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée et bonne conférence. Au revoir. Merci.